Première pierre, c'est l'émission qui s'intéresse au parcours et aux mécanismes du changement chez les professionnels engagés pour la ville durable. Changement brutal ou progressif, radical ou étape par étape, comment en sont-ils arrivés là ? Quel impact cela a-t-il aujourd'hui sur leurs pratiques, leurs projets, mais également leur épanouissement personnel et professionnel ? Ils reviennent sur la toute première pierre de leur engagement. Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio. Bienvenue dans ce 6e épisode de Première Pierre, la série qui porte un regard inédit sur celles et ceux qui font la ville. Je reçois aujourd'hui Patrick Rubin, architecte fondateur pour Canal Architecture, une agence qui résonne depuis des années autour de la réversibilité des bâtiments. Bonjour Patrick Rubin. Bonjour. Alors, règle du jeu traditionnelle pour la série Première Pierre, on va dérouler tranquillement, posément votre parcours et vos premières pierres. Et on va débuter, si vous le voulez bien, avec le récit de vos anecdotes, de vos rencontres durant l'étape de l'enfance, de l'adolescence. Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, Patrick Rubin ? Le boulevard Sébastopol. D'accord. Le boulevard Sébastopol, où, si vous me parlez de l'enfance, petit, très petit, je remarquais, me disait ma mère un peu plus tard, les peintures érotiques, ou parfois des paysages, qui étaient exposés, ça n'existe plus aujourd'hui, par les peintres du dimanche, et qui s'étalaient entre le Faubourg Saint-Denis et le boulevard Sébastopol. Et ma mère me disait, puisque, encore une fois, on remonte les souvenirs, comme j'étais intéressé par tout ce qui était autour de la peinture, et puis un peu plus tard aussi, ça j'en ai moins le souvenir, c'est les promenades toujours le dimanche au marché de Saint-Ouen, au marché aux puces, et là c'était les objets qui semblaient m'intéresser. Donc je peux pas dire que tout petit et les Lego étaient rares, je montais des constructions étrange et dynamique pour devenir architecte, pas du tout, mais c'était plutôt les choses de la vie qui m'intéressaient dans un monde qui était le monde de l'art. Appelons ça, où les objets ordinaires, le regard porté sur le Faubourg Saint-Denis aussi, qui était embarrassé de toutes ces carrioles de marché. Enfin, donc la vie populaire, moi j'étais dans un quartier qui a changé aujourd'hui, évidemment gentrifié, mais qui était une place où la matière humaine grouillait, et c'est vraiment ce qui m'intéressait. Donc la construction, déjà, une certaine idée de la construction, les peintures érotiques, vous avez cité. Vous parliez un petit peu en famille, avec les enfants, avec les parents, avec la famille, avec les amis de la ville, de ce que vous constatiez ? Non, pas du tout. Mes parents avaient un accent allemand, ils avaient fui la Pologne, étaient passés par l'Allemagne, les deux frères étaient on savait pas que ça s'appelait comme ça, mais on s'est un peu constitué nous-mêmes, avec beaucoup d'amour évidemment, mais ils avaient pas tellement de transmission, ils avaient pas la transmission que pouvaient avoir d'autres amis que j'ai rencontrés plus tard, qui étaient, comme on dit, dans des familles éclairées. Donc c'est vraiment un parcours, tout le monde pense avoir un parcours atypique, et là d'ailleurs. Mais on s'est construit, c'est quoi ? C'est les premières mobylettes, les motos. Les motos ont été très importantes. Acheter des motos, des vieilles Harley Davidson. Là, je suis passé à l'adolescence. Et des motos anglaises. Enfin, ça a été... Je me suis toujours déplacé en moto. Donc, ce sont des découvertes où Londres et la musique... Enfin, tout ceci, c'est un parcours qui est un parcours libre et pas éduqué sur ce qui allait venir, pas du tout mon fils tu seras architecte ou médecin, pas du tout ça, mais des découvertes qui forcément engagent aussi des pertes de repères, un parcours pas traditionnel et qui, je me rends compte aujourd'hui, par exemple ne pas avoir le bac.
s'est arrêté en troisième, avoir fait des ateliers préparatoires aux arts décoratifs. Donc là, je suis pas dans l'architecture, je suis plutôt sur un regard porté sur une évolution extrêmement libre, bien accompagnée par les parents, mais vraiment un monde de découverte. Un monde de découverte. La même chose au lycée, c'est-à-dire que vous aviez une idée un petit peu plus précise du métier, de l'univers vers lequel vous souhaitiez vous orienter ou pas encore ? Pas du tout. Non. Étonnamment. Vous voyez, le parcours, si on fait des comparaisons, un comparatif, moi j'ai vu mon fils à un moment qui est passé au lycée Victor Duruy, dans le 7e. Il était dans un environnement où, logiquement, il trouve sa place dans le monde. Il a complètement quitté tout ça. Hein. Mais moi, c'était le lycée Jacques Decour, par hasard. Et donc, dans ce temps-là, on ne peut pas imaginer autre chose que de découvrir ce qui va fonder sa vie. Mais quand on n'a pas de repères, on les trouve sur le chemin, et les trouver sur le chemin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire quelques coups un peu tordus d'adolescence, vous voyez, vous vous constituez encore une fois sur un parcours extrêmement libre qui n'a rien à voir avec le parcours en parallèle que pourrait avoir un adolescent qui est dans les beaux quartiers, et encore une fois, bien éclairé. Donc il y a des chemins de traverse, et les motos en font partie. Puis après, avant et après, les colonies de vacances, même plus tard, encadrant comme moniteur des colonies de vacances, qui étaient des colonies assez engagées sur des thématiques culturelles, parfois même politiques. Et arrive donc l'échec du lycée. Vous parlez du lycée, donc c'est une série d'échecs qui me conduisent, repérés par un enseignant de dessin, évidemment, qui me conduisent à aller dans un atelier qui ne doit plus exister aujourd'hui, qui était sur le boulevard Raspail, qui s'appelait l'atelier Baudry, et où, de nouveau, je vais bien déconner, pour me faire virer au bout de 6 mois et repartir dans un autre atelier qui s'appelle Penningen, celui-ci existe toujours, et de nouveau aussi bien dérivé, mais je vais être aidé là par 68, parce que tout ferme à ce moment-là et on est dans la rue. Et c'est là où je peux conduire mes motos sans permis. C'est là où c'est un peu festif, quoi, ces époques. Décidément rebelle. C'est comme ça qu'on pourrait définir peut-être cette première petite partie, ou libre, autonome. Oui. Avec oui. Une on vision. peut dire ça. Enfin, rebelle, rebelle, oui, bien sûr. Et un peu borderline aussi. Et par la suite, votre première rencontre avec l'univers professionnel, comment elle s'est faite ? Ça a été quoi ? Ça a été un stage ? Ça a été peut-être une rencontre avec quelqu'un ? Comment ça s'est fait ? Non, c'est drôle parce que vous releviez l'érotisme des peintures qui n'étaient pas excellentes, du boulevard Sébastopol. Mais c'est un premier cours de croquis de nu qui se passe dans ce fameux atelier, et soudainement, je suis là par défaut un peu, et certainement par goût de, on va dire, des beaux-arts, ce qu'on appelle les beaux-arts. Et je découvre l'intérêt du dessin. Et à partir de là, ça va se construire, et je vais vraiment être intéressé dans ce domaine. Comment ça s'est concrétisé ? Est-ce qu'il y a eu des formations après le dessin ? Vous aviez eu l'idée d'aller un petit peu plus loin pour concrétiser ce désir de dessiner, de petit à petit arriver à la construction ? Je vois où vous voulez en venir, mais vous allez être déçus parce que vous voudriez m'entendre dire que je suis à Venise, je rentre dans une église et c'est magnifique, et je dis ma vie va être consacrée à construire. Très souvent, quand on me pose la question, pour vous, qui est l'architecte qui compte ? Bon, si vous me posez la question, je vous devance. Je dirais
Je dirais piano comme contemporain. Je dirais évidemment, et les gens de ma génération vont se retrouver, Kahn, alto, Jacobsen, Mies van der Rohe, etc. Mais ça n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment, et ça ramène au souvenir de ce que me relatait ma mère, c'est la matière humaine. C'est vraiment, c'est les gens. C'est d'ailleurs un architecte qui se préoccupe plutôt de faire vivre le mieux possible les gens dans les espaces qu'il crée. Donc ce sont, vous voyez que comme architecte, je m'arrêterai pas à la façade, j'irai derrière la façade. Très bien. Et votre première construction, votre premier défi, il se situe à quelle période un petit peu de votre vie, et puis quel était-il ? Là, très tôt, on fonde avec quelques amis, encore étudiants, c'est pour ça qu'on s'appelle Canal, au bord du canal Saint-Martin, rue des Écluses, Saint-Martin, un atelier qui est un vieil atelier de lithographie qu'on rénove. Hein, vous imaginez comme aujourd'hui tout un ensemble de bad boys là qui se mettent dans une friche et qui font leurs rêves, qui essayent de les construire. C'est vraiment c'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse ou d'attention pour tous ces groupes que je vois se constituer aujourd'hui, qui sont dans une ligne aussi relativement personnelle et qui sont pas sur les modèles qui sont inculqués dans les écoles et qui inventent. Donc ça m'intéresse, c'est ce qui va se passer. C'est donc la naissance de Canal. C'est un groupe d'architectes et de designers. Il y avait également un photographe. Et donc c'est là où vous me parlez de la première pierre qu'on met en place. C'est un atelier magnifique qui a évidemment été détruit depuis, dans lequel on va s'installer et mettre en place avec toute notre innocence les rêves qu'on souhaite diffuser, et c'est plutôt la question du paysage urbain qui nous intéresse, c'est-à-dire aujourd'hui ça peut paraître sans conséquence de parler de ça, mais ce qu'on appelle le paysage urbain, c'est regarder comment est fabriquée la ville, voir comme Paris est accompagné par des places, des squares, des non-lieux ou des lieux oubliés. Et on va travailler sur ces sujets, aller voir les responsables de la ville de Paris, enfin sans hésitation, et leur proposer de faire des projets, des esquisses sur ces lieux-là. Je pense à la place des Abbesses, à la place Gustave Toudouze, à la place d'Auteuil. Et ces sujets vont être pris après par les services de la ville pour être construits avec plus ou moins de nuances par rapport à nos propos. Et ça c'est vraiment c'est un regard sur la ville, alors que moi j'avais fait des études à l'école Camondo, où j'étais en cours à l'école Camondo, puisque ça naît très tôt, j'ai pas fini l'école, qui était plutôt un travail sur le design et sur l'intérieur. Donc on va plutôt se préoccuper de ce qu'on appelait le paysage urbain, et ça nous paraissait très important. Donc c'est une forme de non pas de révolte, mais de déplacement par rapport aux études que nous faisions, et considérant que on avait peut-être intérêt à mettre en musique ce qu'on apprenait pour l'intérieur sur les espaces extérieurs de la ville. C'est une jolie métaphore. Mettre en musique, on est dans les années 80, 1982 très exactement. Et puis un jour, avec votre frère Daniel, vous fondez l'atelier Canal. Donc vous l'installez à l'époque dans un immeuble industriel, réhabilité, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Et c'était quoi vraiment le projet des deux frères à l'époque là-bas ? Ah, c'est comme souvent, c'est les accidents, hasards heureux de la vie. Là, on est dans un studio de radio, c'est Radio Nova, qui existe toujours, mais cet immeuble industriel, c'était un vieil immeuble qui fabriquait du mobilier du Faubourg Saint-Antoine. L'immeuble est complètement racheté par Jean-François Bizot, pour les journalistes, vous savez qui il est, qui fonde Actuel avec ses amis. Et en même temps qu'il y a une presse papier qui va vraiment révolutionner là, le monde du magazine, il y a une des premières radios libres qui se monte, qui s'appelle Radio Nova, et Bizot nous propose de s'occuper non seulement de s'occuper de l'immeuble,
ce qu'on va faire et nous loger. Donc, beaucoup de chance. Et à partir de... Bon, l'aménagement d'Actuel, parce qu'on est aussi dans les années 80, parce que Mitterrand est arrivé, il y a une bascule totale et on est propulsé sans s'en rendre compte dans un monde qu'on disait pas médiatique à l'époque, mais qui parle d'une rupture, c'est-à-dire comment aménager des espaces où on doit travailler, écouter de la musique, faire des fêtes, dans lequel nous sommes intégrés. On va bien sûr en profiter. Et tout de suite après cette première... parallèlement à l'éclosion d'Actuel et de son espace qui va être bien sûr beaucoup porté par les médias, on fait un tout autre travail qui est le sauvetage de la piscine des Amiraux dans le 18e arrondissement. Et plutôt que de laisser casser cette piscine, ce qui était le projet de la ville, on est contacté par un ingénieur assez fin, je me souviens, il s'appelle Miller, je m'en souviens toujours, qui parce que, ça a son importance, qui parce que son père l'avait empêché d'être artiste, il était devenu ingénieur, et il avait toujours gardé une fibre sur les questions relatives à l'art, à l'architecture. Il nous découvre, nous, jeune équipe non diplômée, et nous demande de nous occuper, de lui apprendre. Il se doutait bien que la piscine des Amiraux d'Henri Sauvage était un emblème historique, mais à l'époque, c'était absolument pas entendu tout ceci. Je me souviens être allé lui acheter le premier livre qui venait de sortir sur Henri Sauvage à Beaubourg, déjà. Et il va nous faire confiance et on va sauver cette piscine. C'est-à-dire qu'on va la restituer et l'interpréter comme elle aurait pu être à l'origine. Donc les deux premiers sujets, c'est un côté très funky avec Actuel et Nova, et une autre lecture beaucoup plus patrimoniale en sauvegardant, en empêchant, disons, la destruction de ce qu'était cette piscine qui est dans le grand HBM, Habitation Bon Marché des années 20, qui est dans l'immeuble qu'avait construit Henri Sauvage, qui est un immeuble exceptionnel par sa modernité à l'époque, immeuble hygiéniste. Et puis, par la suite, vous investissez même dans une autre bâtisse, une maison du XVIIe siècle, située rue Elzévira à Paris, et qui devient là, cette fois, un lieu de rencontre entre tout un tas de monde, des graphistes, des designers, des architectes. C'est après, me semble-t-il. Oui. Un projet stimulant, lumineux. Oui, là vous avez vraiment sauté des étapes. Ah. mais non, mais j'essaie de résumer, mais c'est difficile avec un aussi beau parcours. C'est bien de résumer. Non, ce qui va se passer, c'est important, c'est que nous, on était comme des petits princes en gagnant des consultations. Après, on va gagner le Centre national des lettres de Verneuil. On va poursuivre avec la bibliothèque Tolbiac pour la ville de Paris, qui est la première médiathèque. Donc, tout nous paraît tout à fait normal dans un parcours, puisqu'on part d'un parcours en se disant, écoute, tout va bien, quoi. Et puis, la presse internationale diffusait nos travaux. Quel projet, en quelques mots, vous avez remporté durant cette époque ? Tolbiac, c'est ça ? Tolbiac, le CNL, la direction des musées de France, le journal Libération. En fait, on était gâtés, mais on le savait pas. Enfin, on s'en rendait pas compte. On trouvait que c'était tout à fait normal. Et puis après, quand on va perdre nos premiers concours, on gagnait les concours, et puis on avait des commandes directes. On travaillait pour l'INA aussi. On travaillait pour le ministère de la Culture. Donc, c'était un espèce de parcours un peu doré. Mais, enfin, quand je dis doré, il n'était pas doré, il était un peu oxydé aussi, mais de par ce qu'on traitait, la facture des choses qu'on traitait. Il coulait de source. Il coulait de source, merci. Il coulait de source, et puis on va commencer, on va perdre un concours, on va en perdre deux, on va se rendre compte que quand on monte un atelier, c'est pas si simple, c'est une entreprise. Et donc, il va y avoir ce moment-là, mais où tout va aller, mais de manière peut-être un peu plus complexe que la manière dont ça avait débuté. Et vous évoquez, oui, la rue Elzévir. Donc, on a longtemps vécu Faubourg Saint-Antoine. Quand je dis vécu, c'est parce que, je le rappelle, c'était très festif, c'était ludique.
Et puis, à un moment actuel, Enova vont s'agrandir, nous inviter à trouver une autre place. On va trouver la rue Elzévir, qui est un lieu qui est encore pas très couru. Enfin, aujourd'hui, ce serait impossible d'arriver dans cet immeuble, qui est un immeuble, je vais dire modeste, mais qui est quand même d'une grande qualité. C'est comme un hôtel particulier, mais fabriqué avec déjà la récupération. C'est-à-dire que quand on voit cette construction, on voit que c'est un emprunt à plusieurs hôtels qui ont été montés, démontés dans le quartier. Il y en a beaucoup, et qui va fabriquer le 7 rue Elzévir. Et nous, sur ce terrain, où on est depuis une trentaine d'années, on va tout doucement acquérir, louer des espaces. Et aujourd'hui, il y a tout le rez-de-chaussée qui nous bénéficie. C'est-à-dire, il y a l'agence, il y a une cuisine, il y a une galerie, il y a la cour dont on s'occupe plutôt bien. C'est comme dit la ville, c'est un îlot de fraîcheur. Enfin, j'aime pas ce mot, mais c'est-à-dire que tous les murs sont habités d'une vigne vierge. Donc ça veut dire aussi de souris, d'abeilles, wow. oui. De quelques volatiles qui nous accompagnent. Si on devait résumer, je sais que c'est pas simple, mais en quelques mots, le sens de ce nom, qu'est-ce qu'il signifie et quel est le projet de Canal Architecture? Canal, c'est parce que on se mettait pas d'accord sur le nom de groupe. C'est un peu comme les groupes de rock, vous voyez, qui vont s'engueuler pour trouver le juste mot. Donc on allait toujours au Canal, donc c'est parti de Canal. C'était évidemment avant Canal+. Mais le trajet de cet atelier, d'ailleurs on appelle plus Canal Atelier qu'agence, c'est une communion de projets et de personnes qui font qu'à chaque fois qu'on a une proposition, on préfère parler de sujet que de projet. C'est-à-dire que si on fait un concours sur une maison de retraite, appelons ça plutôt maison de retraite qu'EHPAD, on va s'enquérir de comprendre, de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que le 3 et 4e âge, d'où on part, quel est l'architecte qui nous a précédés. Là, je vous parle d'une transformation. Et ça, on va le faire dès que se déclenche. Aujourd'hui, la commande, c'est principalement des concours. Enfin, vous échappez pas à ça. Mais dès qu'un concours se déclenche, nous, Canal, la question que vous posez, on se déclenche sur des éléments de recherche, d'investigation. En fait, c'est assez proche du travail que vous faites, vous les journalistes. C'est qu'il y a un sujet, vous le connaissez pas forcément bien, vous le creusez, et vraiment c'est ce que nous avons réussi à fabriquer avec toute une équipe qui est parfois qui bouge, heureusement. Enfin, moi j'incite beaucoup les gens à bouger, à aller vers de nouvelles aventures. Et vous croisez les sources un petit peu comme les journalistes. On reste dans le jargon, le champ lexical du ruisseau et de l'eau. Mais ça me permet de faire la transition avec votre parcours initiatique que vous avez bien défini à nos confrères de Télérama cette année. Un jour, le bâti irréversible sera certainement la règle. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est un constat? Aujourd'hui, on tend vraiment vers le réversible, ou est-ce qu'il y a encore un effort à faire de sensibilisation, de vulgarisation, de sensibilisation autour de nous? D'accord. Là, on est dans le dur. C'est plus l'enfance. Ça fait un petit moment. Oui, ça fait un petit moment. Ça. Non, mais ça n'est pas que la question du réversible. C'est la question de la transformation de la ville. Aujourd'hui, il n'y a plus de foncier. Demain, il y aura encore moins de foncier avec les lois ZAN. Enfin, il faudra se méfier, ou du moins être attentionné à nos sols. Donc, c'est la question de l'imperméabilisation zéro. C'est plus compliqué que ça, mais donc, si on peut plus construire, il va bien falloir qu'on se retourne sur le patrimoine existant. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le patrimoine, il y a eu les journées du patrimoine il y a 2 jours, c'est un patrimoine de qualité qui est référencé.
Mais on oublie l'autre patrimoine, celui qui est ordinaire, qui est le patrimoine sans qualité. Mais la première des qualités, c'est qu'il existe. Il a été fabriqué. Il y a eu des maîtrises d'œuvre, des entreprises, des gens qui ont vécu à l'intérieur. Et l'image que vous connaissez, on connaît tous, qui est l'implosion d'une barre de logement, je pense que ça sera très très rare aujourd'hui qu'on reproduise la déconstruction sauvage, l'effacement des mémoires de ces bâtiments existants. Donc ceux-ci, on va les regarder et on va leur donner une deuxième vie, une troisième vie, à condition de faire changer les mentalités en disant que tout ça, c'est pas pourri, il n'y a pas de l'amiante. Oui, il y a de l'amiante, oui, il y a du plomb, oui, il y a des difficultés, mais on est capable de rentrer dans ces organismes vivants, de les travailler, et je dis souvent de les réparer. Donc c'est une nouvelle économie, une nouvelle science qui va se positionner dans l'architecture, enfin dans le monde de l'architecture et du BTP. Alors, ça, c'est la première question, d'autant plus que le stock de bâtiments existants et obsolètes ou désaffectés est énorme. En Europe, je ne parle pas qu'en France. Mais dans le même temps, si on continue à construire des bâtiments qui sont tous fléchés sur des fonctions qui sont dictées par la loi du marché ou des habitudes, en disant on va faire un immeuble de bureau, on va faire un immeuble de logement. Dans les écoles d'architecture, c'est encore des sujets qu'on donne. C'est-à-dire qu'on dit ce semestre, on va travailler sur un immeuble de logement. Alors, bien entendu, c'est intéressant pour apprendre ces abacs de départ. Mais on pourrait très bien dire, autant dans l'enseignement que dans la réalité, on construit un immeuble sans avoir à l'affecter au départ. Ça veut dire qu'il y a certains principes constructifs qu'il faut mettre en place pour que, à tout moment, un immeuble puisse changer de fonction. Et pour qu'il puisse changer de fonction, qu'il soit hybride, qu'il soit non-genré, il y a des dispositifs que tous les architectes connaissent. D'ailleurs, c'est depuis très, très peu de temps, c'est à partir de 1969, qu'on va affecter des destinations aux immeubles qu'on construit. Auparavant, c'était libre, 69. Et c'est bien normal qu'on affecte des destinations, puisque sinon, c'est le foutoir. C'est-à-dire que si on sait pas ce qu'on appelle la prévision de développement. Sur les territoires, fait-on du logement, fait-on de l'activité, fait-on de l'industrie, fait-on du bureau. Vous voyez, toutes ces nouvelles villes qui se constituent, ces fameuses ZAC avec les fiches de l'eau. Vous en avez discuté avec, oui, interrompre, avec l'un des pionniers, si ce n'est à savoir Philippe Madec, de cette idée de faire avec l'existant. Mais on est en résonance. Vous parlez de Philippe Madec, on pourrait parler, bien sûr, que j'apprécie beaucoup, et qui est un pionnier, mais on pourrait parler de Patrick Bouchain, on pourrait parler d'Alexandre Chemetov, on pourrait parler de beaucoup d'architectes anonymes qui, pendant leurs études déjà, avaient ce souci de se dire une architecture doit être mutante. Si vous regardez les travaux d'Archigramme, de Cédric Price, enfin tout ceci dans la théorie de l'architecture est vraiment prégnant. Par contre, ça s'est heurté à ce que j'appelle la loi du marché. C'est que à la reconstruction, des filières se sont mises en place pour fabriquer du logement fléché. Alors il y avait fléché, les riches et les pauvres. Qu'est-ce qu'on entend par fléché? Étiqueté, c'est ça. Vous avez même des spécialistes du logement social et vous avez des spécialistes du résidentiel, comme vous avez des spécialistes du bureau. Quand vous allez dans les grands groupes promoteurs ou constructeurs, chacun est à son étage et ce sont des mondes qui se parlent pas. Alors que dans la logique, il suffit de construire et de pouvoir à tout moment être dans la flexibilité de l'attente du marché, du fameux marché. C'est pour ça que je suis très optimiste là-dessus. En gros, ce qu'il faudrait, c'est, et ça se passe, c'est ce qui est en train de se passer, c'est abandonner les spécialités, ne pas abandonner évidemment le professionnalisme qui s'attache
à la commande de chaque fonction, mais être capable, comme c'était le cas dans le passé, très longtemps, c'est l'histoire de la destination, elle est très jeune, hein, mais d'être capable de pouvoir irriguer toutes les constructions des possibles de faire autrement. À Bordeaux, l'État nous a offert, ce qui est assez rare, la possibilité de construire sur ce qu'on appelle une ZAC, hein, près de la gare, qui est dans le domaine d'Eure-Atlantique, c'est-à-dire ce sont, enfin, je ne veux pas être trop technique, mais ce sont comme à Marseille, à Bordeaux, à Paris, vous voyez, Grand Paris, à Marseille et au Romaine, il y a des hectares qui sont libérés pour que l'État ordonne des grands plans d'aménagement et ils sont suivis par le monde de la promotion. Bon. Il se trouve que il y a 4 ans, en 2018, l'État fait voter la loi Elan, la nouvelle loi Elan, qui contient un volet qui s'appelle le permis d'innover. Le permis d'innover autorise à déroger à certaines obligations pour pouvoir faire avancer les choses, faire qu'on construise mieux, plus vite, plus intelligent, qu'on ne soit pas bloqué par les normes. On est 8 lauréats sur des sujets tout à fait différents, mais qui ont rapport à la construction. Sur donc le permis d'innover, c'est-à-dire c'est un permis de construire qui va être plus riche dans ses objectifs. Et nous, parmi les autres, nous proposons que sur le document CERFA administratif, il y a une case de plus qui s'appelle réversible. C'est-à-dire que, en fait, si jamais vous construisez votre maison, vous allez cocher la case maison individuelle, ou logement, ou bâtiment agricole, ou industrie. Là, on fait cette proposition. Donc, et vraiment, on fait un facsimilé, c'est comme ça qu'on va gagner, du document du permis de construire. Et donc, en gagnant, c'était un appel à manifestation d'intérêt pour faire un démonstrateur. Donc, on va pouvoir construire donc sur Bordeaux. Le permis de construire est en train d'être accepté. Il y a juste les pompiers qui doivent encore signer. Et donc, nous construisons en début d'année prochaine un immeuble qui sera complètement hybride et qui est labellisé, si on peut dire, bureau et ou logement. Le grand intérêt d'une construction comme celle-ci, qui n'a rien d'exceptionnel dans sa technique, hein, c'est de pouvoir à tout moment faire qu'à tous les étages, on puisse habiter ou travailler. Et ça répond, et c'est pour ça qu'il y a un écho dans le monde professionnel, ça répond au fait que on ne sait plus très bien, il y a un moment de rupture. Est-ce qu'on travaille à la maison ? Est-ce qu'on travaille dans des bureaux comme à la maison ? Est-ce que les maisons sont assez bien constituées pour qu'on puisse à la fois élever les enfants et travailler ? Toutes ces questions qu'on s'est posées pendant la pandémie, nous on a commencé évidemment à travailler auparavant, mais ça a été rejoint par ce que nous venons de vivre, et on sent que dans ce moment de rupture, le projet qui s'appelle Tebio, que nous réalisons avec notre partenaire qui s'appelle Elitis, sous la bienveillance de l'État, sera au rendez-vous de ce qui est plutôt attendu, quoi. Et on pourra suivre, j'imagine, l'évolution de ce projet sur votre site et puis dans l'actualité. Puis en vrai, à Bordeaux, on se retrouve à Bordeaux pour la pose du premier bois ou de la première pierre, parce que c'est un immeuble qui est évidemment le plus vertueux possible et qui a un traitement passif pour ses habitants. J'ai une dernière question avant d'arriver aux toute petite question subsidiaire en one shot. Est-ce que la sobriété résonne forcément avec la réversibilité ? Mais le premier effet de sobriété, c'est qu'on n'est pas à détruire le bâtiment. Un bâtiment,
Encore une fois, si on revient sur la journée du patrimoine, tous ces bâtiments, ils ont des siècles, ils sont toujours debout, ils servent. Bon. Aujourd'hui, un bâtiment, s'il n'est pas très bien construit, il en existe. Ils sont de mieux en mieux construits, mais ils n'étaient pas très bien construits dans les années 80. Ils tombent. Il y a une durée de vie de 40 ans. Les bâtiments réversibles ont bien construits, bien conçus, bien construits, auront des durées de vie supérieures. Pourquoi supérieur ? C'est pas forcé qu'ils tomberont pas, ce seront pas des ruines, mais si jamais leur destination n'est plus en phase avec l'évolution du monde et de la société, on les détruit. C'est ce qu'on a fait depuis les années 70-80. C'est-à-dire qu'on a reconstruit la France en 50. On a donc fléché toutes les destinations. Après, on s'est rendu compte que, par exemple, dans une zone, les bureaux se vendaient plus, donc on les a cassés, on a fait du logement, etc. Donc, je dirais que la vertu dont vous parlez de ces bâtiments réversibles, sa première vertu, c'est qu'on les détruise plus et qu'ils puissent se prêter à plusieurs fonctions dans l'avenir. Alors, un parcours qu'on a essayé de résumer, c'est pas évident en quelques minutes. On n'a pas évoqué, peut-être vraiment très rapidement, une source d'inspiration, une muse qui vous aurait accompagné ou qui vous accompagne toujours dans votre démarche aujourd'hui. Un nom, comme ça. C'est pas facile. Non, les peintures du boulevard Sébastopol. On y revient alors, les peintures du boulevard. Non, mais vous faites un métier de journaliste et on le disait tout à l'heure, moi je me sens assez proche, mais même si j'ai pas vos talents, et surtout pour résumer une vie en quelques minutes, mais c'est vraiment l'intérêt... c'est l'intérêt des gens que je croise tous les jours, que ce soit les gens avec qui je travaille, que ce soit ceux à qui je réponds quand les commanditaires, et que ce soit, par exemple, dans le logement... Est-ce qu'une muse se cache derrière votre réponse, quand même, ou non? Parce que... La vitalité... Non, j'ai pas vraiment de personne, non. D'accord. Mais je sais pas ce que m'ont transmis mes parents. Ce que vous ont transmis vos parents, oui, c'est ça ? Une certaine humanité des choses, oui. D'accord. Un livre qui résumerait votre parcours ou qui fait écho, encore une fois, avec votre démarche? Écoutez, le dernier que j'ai lu, parce qu'il y en aurait beaucoup, c'est Freshkill. Freshkill j'oublie son prénom, je crois que c'est Laurence Taïeb. Laurence Taïeb, oui, Freshkill, c'est oui, ça ? Freshkill, qui est l'histoire d'un tas d'immondices, le plus grand du monde, qui était sur Staten Island, à côté de New York, et qui devient un parc aujourd'hui, alors que c'était un lieu de pollution intense. Et c'est la manière de renverser la situation. Ce que nous sommes tous en train de faire. D'immondices, faire un parc. C'est pas mal. Voilà. Mais c'est pas mon livre phare, mais c'est un livre que je lis pour le prochain livre que nous faisons, un livre de recherche et d'incitation au regard sur les zones, les mauvais lieux, les terrains vagues qui irriguent la France, pas seulement que la France, et qui pour l'instant sont sans destination, ce qu'on appelle les laissés pour compte, les délaissés, et qui seront certainement les surfaces qui vont être regardées par quelques opérateurs un peu prédateurs, et naturellement prédateurs toujours pour la question du marché, et sur lesquels on pourrait peut-être réfléchir en amont, c'est se dire qu'il existe des hectares de lieux désaffectés, de lieux abîmés, de lieux remplis de végétation sauvage, qu'il est intéressant de regarder. C'est là où se développe aussi, Freshkill en est un exemple, la biodiversité, les possibles. Encore là aussi, des architectures qu'on n'appellerait pas architecture, mais qui sont des hangars désaffectés, des toits écroulés. Tout ceci fait ville, et c'est ce qu'il faut tenter de résumer pour essayer de célébrer tous ensemble l'arrivée d'un nouveau foncier pour vivre. Et pour célébrer, ce sera ma toute dernière question, c'est promis. Une musique
qui fait écho avec tout ce que vous avez raconté. Je sais pas si ça fait écho, mais c'est Gloria. Gloria, c'est-à-dire Gloria. D'accord. Ça me permet de vous remercier pour ce témoignage complet, on va dire, au sens de ce qu'il fallait synthétiser. C'est vraiment un exercice difficile. Vous êtes prêté au jeu et on a bien cerné vos premières pierres, parce qu'il y en avait plusieurs. Et puis, Jim Morrison, Gloria, pour célébrer cet instant. Merci à vous, Patrick Rubin, pour ce témoignage. C'était Première Pierre. J'ai essayé. Merci à vous. Première Pierre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.